Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté Merci de m'avoir invité. invitation. Ce dimanche, les Français votent. Certains Français, on vote dans 3 départements pour des élections partielles. On dit d'ores et déjà qu'il y a un risque, aussi bien pour l'UMP que pour le PS. Quel est votre pronostic ou diagnostic ? Oui, bien sûr. Les élections partielles sont toujours difficiles pour la majorité, surtout dans une majorité qui est dans la situation de crise économique et sociale que nous rencontrons. Donc, y compris quand on voit les sondages de désapprobation d'ailleurs plutôt de l'action gouvernementale ou de désamour vis-à-vis du couple exécutif. Voilà, donc il faut être réaliste. Après, le spectacle donné catastrophique de l'UMP ont fait que, évidemment, ce n'est pas une solution crédible ni sur le fond, ni sur la forme, ni sur la communication. Et donc, moi, mon inquiétude, c'est qu'il y ait un vote extrême qui se manifeste. Alors, voilà, nous, les écologistes, nous avons choisi la responsabilité. Nous soutenons dans les 3 circonscriptions en question, aussi bien dans les Hauts-de-Seine que dans l'Hérault, que dans le Val-de-Marne. Nous soutenons les candidats de la majorité présidentielle et gouvernementale à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire les candidats socialistes qui sont en lice. Ah, vous parliez d'extrême, justement. Le PS et l'UMP semblent craindre, en tous les cas, le Front National à Béziers, puisque même Marine Le Pen dit que la victoire de sa candidate France Jamais à Béziers serait une sorte de revanche sur le Conseil constitutionnel qui vient de rejeter son recours de Hénin-Beaumont. Oui, tout à fait, c'est une inquiétude, vous voyez, que j'exprime le plus franchement du monde. Vous savez, moi, je ne pense pas que la méthode Coué, ce soit la bonne de se voiler la face. Donc il y a vraiment un risque tout va bien. pour vous. Oui, c'est pour ça, même si on est le jour du scrutin, j'appelle à la mobilisation maximale des républicains de gauche, des socialistes, des écologistes et de l'ensemble de la gauche et même des modérés et des républicains autour du candidat ou de la candidate socialiste qui concourt aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que si dans ces circonscriptions-là, le Front National arrive en tête, vous imaginez bien sûr le message que cela apporte, même si je pense qu'évidemment ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire tomber la fièvre, comme on dit de façon familière. Et c'est une vraie inquiétude que j'ai quand je vois effectivement les difficultés politiques, économiques et sociales, quand je vois qu'en face la réponse de l'opposition républicaine est lamentable. Je ne serais pas été non plus content qu'ils soient bons, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. En plus, ils sont lamentables. Et c'est vrai que les électeurs désespérés, mécontents et qui voient que l'offre républicaine d'opposition n'est pas bonne, eh bien, il y a probablement une tentation de se retrouver dans le Front National. Mais je le rappelle quand même toujours, c'est un parti extrême, c'est un parti anti-républicain, c'est un parti qui professe des thèses qui ne sont pas celles de la République et que nous ne pouvons pas soutenir. Donc même s'il peut y avoir une volonté de protestation, je pense quand même qu'il faut faire œuvre d'effort politique pour celles et ceux qui se retrouvent dans l'action de François Hollande d'aller voter aujourd'hui pour les candidats de la gauche. Sur l'UMP, Nadège ? L'UMP, justement, vous disiez que l'UMP vous avez été lamentable. C'est le terme que vous venez d'emprunter. La vérité, Madame Pujac, c'est que tout le monde le dit. Eux-mêmes le reconnaissent. C'est d'ailleurs un feuilleton qui n'intéresse plus personne. L'UMP s'est décrédibilisé. Franchement, Mme Pujac, c'est tout simplement catastrophique. Ça fait 3 semaines qu'ils nous tiennent, même plus en haleine d'ailleurs, parce que tout le monde en a marre, parce qu'on pose encore la question, parce que c'est bien naturel, on est dans un grand entretien. Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'ils jouent le pourrissement ? Je comprends pas. Moi, je vais vous dire, d'habitude, j'arrive quand même un peu à analyser les comportements, les positions. Là, je dois dire que je suis arrivé à une absence totale de compréhension de ce qui se passe. Ça donne une image délétère, d'ambition forcenée de 2 personnes, en sachant d'ailleurs probablement que c'est Fillon qui y perd plus que Copé, parce que Copé avait déjà une mauvaise image. Là, Fillon, on a l'impression qu'il y a une espèce de course-poursuite dans le combat debout. Personne ne comprend rien. Si vous aviez un conseil à leur donner. Non, moi je veux pas donner de conseils, mais je vais vous dire, je crois comme l'ensemble des dirigeants de la gauche et des écologistes, je me réjouis pas parce que il y a juste c'est important d'avoir dans une démocratie, c'est important d'avoir
une minorité, une opposition avec laquelle on débat. Une opposition qui s'oppose. Et c'est vrai que les 3 dernières semaines, on a eu l'impression au Sénat, que le gouvernement il était tranquille de ce côté-là. Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas tranquille, c'est qu'on préfère quand même qu'il y ait un débat. Il y a le débat de la Banque publique d'investissement, il y a le débat sur le pacte de compétitivité. À un moment, on a l'impression d'être uniquement entre nous à gauche. Il y avait une séance du Sénat du projet de loi de finances où c'était un jour où ils étaient en train de s'embrouiller à la réunion de groupe UMP, RUMP, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a un groupe au Sénat seulement. Et on était contre nous. Il y avait les socialistes, les communistes, les écologistes. Ça donne quand même une image catastrophique, quoi. Voilà. Et puis c'est pas utile au débat. Moi, je préfère avoir une bonne opposition de droite avec lesquelles justement, c'est même pas qu'on retrouve des clivages artificiels, mais tout simplement, on fait vivre des propositions, on fait vivre des débats, on fait vivre, y compris des éléments idéologiques. Et c'est vrai que là, c'est d'où le fait qu'on s'en réjouit pas vraiment, parce que justement, on sait aussi dit qu'il pourrait trouver une solution là cette bon, semaine. Mais très bien, mais bien sûr, c'est bientôt Noël, donc j'espère qu'à l'approche de Noël, tout le monde va devenir raisonnable. C'est la trêve des confiseurs, comme on dit. Alors, si le gouvernement n'a pas eu l'opposition UMP en face de lui ces dernières semaines, Jean-Marc Ayrault a dû, en revanche, lui, être confronté aux syndicats et aux syndicalistes de Florange. Le Premier ministre parle dans le journal du dimanche matin et il déclare notamment au JDD, il reconnaît qu'il y a eu un problème de communication, une communication insuffisante, dit-il, concernant le dossier ArcelorMittal. Est-ce que cette communication n'a été qu'insuffisante, selon vous ? Moi, je ne suis pas perçu pour être un godillot de la majorité ou un béni oui-oui du président ou du Premier ministre. Mais très franchement, je pense que dans cette affaire Mittal, le gouvernement a fait le maximum, le Premier ministre en particulier. Après, c'est sûr que dans la façon dont ça a été présenté, on a l'impression que c'est un échec, parce que justement, on était tellement allé dans la nationalisation partielle, et puis dans la violence, y compris vis-à-vis de l'industriel Mittal, et on se retrouve dans un temps de compromis et de solutions qui est bonne. Enfin, je suis désolé de le dire, mais il y a 45 000 chômeurs tous les mois en plus dans ce pays. Je pense qu'ils auraient bien aimé qu'on s'occupe autant d'eux que le gouvernement s'est occupé légitimement. Et c'est très bien, parce que ce sont des gens qu'il faut protéger, dont il faut s'occuper, les 629 salariés de la filière chaude d'ArcelorMittal à Florange. Et donc, c'est emblématique que peut faire le gouvernement dans ce cas-là. Parce que mais vous dites que le gouvernement a fait son maximum en France. On se souvient très bien du candidat Hollande qui, en février 2012, allait à Florange pour dire voilà, moi je vais faire quelque chose comme vous, pour vous, je ne vais pas faire comme Nicolas Sarkozy l'a fait à Gandrange. Et puis on se retrouve aujourd'hui. Elle est où la solution? Pas très bien. Mais les emplois, ils sont préservés. Enfin, je ne sais pas quand même. Dans un endroit comme ça, on ne peut pas garantir l'activité du site industriel à vie. Ça n'existe pas. Il y a des activités qui s'arrêtent, il y a d'autres activités qui commencent. Et à un moment, il va falloir, et pour le coup c'est l'écologiste qui parle, poser très sérieusement la question des hauts fourneaux. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2012, on peut s'occuper d'avoir une activité rentable, utile, pour de hauts fourneaux à Florange? Et quand le gouvernement obtient la préservation des emplois qui seront là, sans mobilité forcée par ailleurs, avec des indemnisations pour celles et ceux qui font autre chose de leur propre fait, franchement, c'est une victoire gouvernementale. C'est un bon compromis, et y compris, et là c'est là encore l'écologiste qui parle, dans ce type d'investissement, il faut préparer la conversion écologique de l'économie. Et ça coûte très cher. Mais bien sûr. Dans cette même interview au JDD, Jean-Marc Ayrault déclare que François Hollande n'a jamais promis justement qu'il sauverait toutes les usines en France. Comment faut-il interpréter une telle phrase? Moi, je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre, mais je crois que ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on se trouve, avec la compétitivité internationale, avec la crise en Europe, il faut qu'il y ait une mutation profonde de l'industrie française. Donc accepter des fermetures? Il faut qu'on aille vers ce qui peut s'exporter, ce qui peut se vendre, ce qui peut être dynamique, ce qui peut être moderne, ce qui peut être nouveau. Il faut mettre de l'argent dans la recherche-innovation, dans la formation professionnelle, dans l'import-export. Et évidemment, on l'a bien vu. Dire, oui, mais je vais même aller jusqu'au bout. Oui, mais moi, n'avait pas dit ça. Il avait dit, lui, qu'il préserverait ces emplois-là. Alors, il n'avait pas parlé de reclassement. C'est là où ça ne va pas. Oui, mais
je comprends bien votre question. Ma réponse est la suivante, c'est que aussi bien à Peugeot, aussi bien à Petroplus, aussi bien à Florange, on voit bien qu'on est à la fin d'une séquence. Donc moi, parce que je suis un homme de gauche, parce que je suis respectueux des travailleuses et travailleurs, il y a la protection des emplois et de celles et ceux qui travaillent et qui doivent pouvoir vivre dignement. Mais on ne va pas pouvoir renflouer avec des centaines de millions d'euros des activités qui ne marchent pas. On n'est plus dans ce temps-là. Moi, Dieu sait que je suis un homme de gauche attaché à l'impôt, à la redistribution, aux services publics. Les services publics, pour moi, c'est effectivement aussi les inégalités territoriales. Mais on ne peut pas mettre des milliards, des centaines de millions d'euros dans des activités industrielles. Par exemple, aujourd'hui, l'État est encore, historiquement, on sait pourquoi, après-guerre, actionnaire de Renault. Bon, mais c'est pas le rôle de l'État de construire des voitures, je suis désolé de le dire. Moi, j'assume de dire cela. En revanche, c'est le rôle de l'État, et nous sommes en train de créer, à l'instigation du gouvernement, la Banque publique d'investissement, d'essayer d'orienter, de réorienter. C'est ça l'intérêt de la puissance publique, de voir le long terme, quand parfois certains entrepreneurs, mais pas tous, ne voient que le court terme, la maximisation du profit, et donc de nous tourner vers les énergies renouvelables, par exemple. On a l'impression que c'est l'antienne des écolos qu'on répète ça. Oui, sauf que en Allemagne, on en a fait 380 000, et que nous, on est à 100 000. Donc, on n'est pas plus bête que les Allemands. Donc, faisons des éoliennes, faisons du photovoltaïque, faisons de la biomasse, Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez du projet Ulco? C'est du fait qu'on ait abandonné ce projet-là. Moi, je ne suis pas ingénieur, ça me paraît très complexe. On me dit au niveau européen que ce n'est pas du tout rentable. D'ailleurs, la preuve, personne n'a soumissionné, même pas effectivement Mittal. À la demande du gouvernement, Mittal a décidé quand même d'investir, non pas effectivement la somme initiale, je crois, de 53 millions, mais plutôt 18. Le captage du CO2 aujourd'hui est très largement peu rentable, mais bon, voilà, moi je vous dis, je répète, je suis pas ingénieur, mais intégrons cette vision-là d'une captation de CO2, donc d'une utilisation des hauts fourneaux de façon plus écologique et qui puisse maintenir de l'emploi. Donnons une chance à cette filière-là. Vous parliez il y a quelques instants de la Banque publique d'investissement, vous citiez quelques exemples qui seraient utiles à suivre si on vous a bien suivi. Cette politique, précisément, cette politique gouvernementale envers les industries, est-ce que c'est une politique de gauche ? C'est plus de la gauche ancienne, c'est sûr, si vous avez une vision de la gauche, enfin pas vous particulièrement, mais si on a une vision de la gauche un peu marxiste, quoi, des années 70-80, d'avant le tournant européen de François Mitterrand en 1984, avec Laurent Fabius d'ailleurs, Premier ministre. Donc oui, c'est pas une gauche collectiviste, bien sûr, mais autant il y a des éléments justement sur le pacte de compétitivité ou sur le budget sur lequel j'ai des contestations avec le gouvernement, autant là, j'ai l'impression qu'on accompagne plutôt bien le tournant industriel, même si, pour ma part, je souhaiterais qu'on fasse l'effort de dégager davantage d'argent, notamment avec une redistribution fiscale, parce qu'il y a des niches fiscales, notamment anti-écolo, sur le diesel, sur les pesticides, qu'on pourrait supprimer pour récupérer justement de l'argent, pour faire comme cela se passe aujourd'hui au Danemark, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne ou même aux États-Unis, c'est-à-dire que la puissance publique aide vraiment aux investissements d'avenir. Et c'est cette vision-là, je pense, dynamique d'un État stratège que nous devons avoir plutôt que d'un État pas archaïque non plus, parce que j'ai beaucoup de respect pour et les activités industrielles et pour les salariés sur les sites en question. Mais voilà, moi je pense que l'erreur principale, ça a été plutôt la communication façon Montebourg, ultra volontariste et ultra garantissante, si j'ose dire. Justement, qu'est-ce que vous croyez que M. Montebourg devrait rester ou partir du gouvernement ? Oui, je pense que c'est quelqu'un d'énergique et d'utile au gouvernement, qui a une vision à lui de ces sujets-là. Après, voilà, c'est comme je l'ai dit, qu'il essaye d'avoir la moitié de son énergie, disons-le, plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé. Moi, c'est le petit conseil que je lui donne, dans la mesure où on ne voit pas vraiment l'efficacité de son action depuis 5-6 mois qu'il est là. Alors, Montebourg reste, vraisemblablement. Il a été question d'un autre départ ces derniers jours. Il s'agit de Daniel Cohn-Bendit, qui a dit qu'il voulait quitter Europe Écologie Les Verts, mais tout en payant toujours sa cotisation, après tout en restant président de groupe au Parlement. Enfin, on n'a pas compris grand-chose pour tout vous dire, Monsieur Placé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Non, parce que
c'est un garçon connu de nos services. Mais et puis tous les 3 mois, il s'en va, il revient. Donc bon, moi, je veux plus commenter parce qu'on a l'impression que on réalimente une polémique qui n'existe pas d'ailleurs. Parce que bon, bah voilà, quoi. Qu'est-ce que je vous dise ? Moi non plus, j'ai pas compris. Donc je sais pas s'il est là. Voilà, je sais qu'il est adhérent, qu'il paye ses cotises, qu'il paye ses reversements d'élus. Voilà. Bon, alors sur l'affaire qui a... Mais oui, qu'est-ce que je vous dis de plus ? Je vais pas feuilletonner sur Vous avez parlé avec lui ? L'entrée et la sortie. Ah non. Moi, j'ai dit il y a 3 mois déjà, il voulait partir. Donc là, on a essayé de le rattraper un peu. Mais enfin, à un moment... En fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'on fasse ce qu'il veut. Moi, c'est un de mes amis que je ne dénoncerai pas qui dit c'est un peu le Cantona de la politique. Parce que Cantona, quand il était en équipe de France, on jouait pour l'équipe de France, donc ça l'énervait, et il était très mauvais, et puis il insultait l'entraîneur. Et puis, quand il était à Manchester, tout le monde jouait pour lui, et puis il faut reconnaître qu'il est un peu génial. Dany, c'est un peu ça, voilà. Donc, il faut qu'il soit un peu plus collectif, et puis arrêter de feuilletonner sur l'entrée et le départ, ça... Nadège hein ? Moi, je voudrais parler de l'affaire Cahuzac. Ouais. Alors, j'ai vu que vous étiez en désaccord avec Oui. votre secrétaire national, Oui, Pascal Durand, Ouais. le secrétaire national donc d'Europe Écologie Les Verts. Lui soutient Mediapart, tout en parlant de présomption d'innocence, évidemment. Et puis, vous dénoncez au contraire les méthodes du site Mediapart. Alors, pourquoi est-ce que vous opposez comme ça à votre patron ? Mais non, nous, chez les Verts... Déjà, on n'a pas trop de patrons, on est plutôt pour la discussion collective et franche. Et par ailleurs, j'ai un point d'accord avec Pascal Durand, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Hein. Moi, je soutiens Pascal Durand dans son action de secrétaire national, il le fait très bien. Bien sûr qu'un média comme Mediapart est utile. Il y a des enquêtes très sérieuses, des journalistes très très bien. J'espère que je n'ai pas pu les froisser dans les différentes interventions que j'ai pu faire. Je dois d'ailleurs voir Edoui Plenel dans quelques semaines. Mais là, je suis désolé. En plus, moi, j'ai pas d'affinité particulière, ni politique ni autre, avec Jérôme Cahuzac. Au contraire, sur les lois de finances, on combat durement, parce que par exemple, sur la fiscalité écolo, il n'entend rien, ça n'intéresse pas. Et donc, vous voyez, bon, je suis clair là-dessus. Après, je trouve que jeter l'opprobre et l'indignité publique de cette façon, avec un enregistrement inaudible d'il y a 12 ans, vaguement piraté ou je ne sais quoi, c'est pas sérieux. Enfin, autant quand il y avait... Dans l'affaire Bettencourt, les enregistrements avaient servi de preuve tangible. Oui, mais c'était audible. Enfin, on reconnaissait les voix. D'ailleurs, les gens reconnaissaient que c'était leur voix. Il y avait des faits, des preuves. Enfin, il y avait des documents dans l'affaire Karachi. Enfin, mais voilà. Jérôme Cahuzac n'a pas dit lui-même, ce n'est pas moi là qui parle. Non, mais il fait ce qu'il veut, Jérôme Cahuzac. Moi, je trouve que il faut quand même qu'on jette comme ça l'opprobre et qu'on feuilletonne un peu la séquence. Il faut vraiment avoir des choses solides. Et je ne suis pas, moi, un défenseur ou un ami de Jérôme Cahuzac. Je suis pour le coup attentif à ce que les méthodes d'investigation soient réelles, même si, en revanche, je reconnais tout à fait la liberté à Mediapart de faire cela. Ils le font très régulièrement avec des choses plus sérieuses et plus documentées, plus fouillées, notamment sur les parlementaires, sur les ministres. Moi, je trouve ça très bien. Je ne veux pas qu'on puisse dire « Ah oui, c'est la classe politique qui se défend » et tout ça. C'est pas le sujet. C'est qu'il faut qu'on ait tout à la fois la liberté totale de la presse et tout à la fois un sérieux dans les informations et une crédibilisation. Parce que s'il n'y a pas cette crédibilisation, eh bien, ça, y compris, ça jette une forme de doute sur ce qui a pu être fait avant et que je soutiens, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de doute, l'accusateur principal de Jérôme Cahuzac a lui-même reconnu qu'il admettait qu'il y avait un doute dans cette histoire. Hein. Voilà. C'est M. Garnier, le fameux contrôleur du fisc à la retraite d'Agen, dit lui-même « J'ai un doute, je ne suis pas complètement sûr ». C'est un petit peu étonnant. Après, avoir lancé ces après il fait un accusations. rapport en disant que ce malheureux Jérôme Cahuzac, il avait... oui, mais voilà. Mais à un moment, on est quand même dans une société où c'est quand même encore à celui qui accuse d'apporter des preuves tangibles et réelles. Et là, on voit dans les médias, le mal est fait en vérité. Et c'est ça aussi que je condamne. Donc si à terme, Jérôme Cahuzac est réhabilité, j'espère qu'il y aura autant de temps consacré à ce qu'il puisse dire, voilà, c'était pas des réalités, que de temps qu'on a eu depuis 72 heures. Mais alors, ça, avec uniquement la petite vidéo et puis le petit buzz médiatique, enfin petite bande audio sur ces affaires. Voilà, alors on parle toujours de justice, mais là avec le garde des Sceaux directement. Oui, alors Madame Taubira vient d'annoncer la suppression de la rétention de sûreté. Elle a déjà supprimé les peines planchées et elle a également supprimé les tribunaux pour mineurs de 16 à 18 ans récidivistes. Alors la droite parle de laxisme. Et vous, qu'est-ce que vous dites ?
Je crois qu'il y a une politique équilibrée de la part de Christiane Taubira, qui je trouve vraiment, depuis 6 mois, une garde des Sceaux qui fait honneur à sa fonction, qui réussit après... évidemment, si le point d'appel, c'est la politique qui a été menée par Madame Dati et ses successeurs, qui était une politique caricaturale, où on faisait des lois à tire-larigot, où on jetait l'indignité immédiatement sur quelques justiciables en accroissant les peines, les délits, de façon complètement d'ailleurs marketing, parce que par ailleurs, il n'y avait plus de moyens pour la justice, il n'y avait plus de moyens pour les prisons, donc on se retrouvait avec une vision du 20h, à chaque fois on faisait une loi, il n'y avait pas d'application et les moyens de la justice étaient détériorés. Donc là vraiment c'est une autre vision, une vision républicaine, sérieuse, respectueuse tout à la fois évidemment des victimes, tout à la fois aussi des droits de celles et ceux qui sont des justiciables. Et je crois qu'aussi bien en termes de moyens, parce que ça on ne le dit pas assez, mais c'est l'une des 3 priorités du président de la République avec la jeunesse et la sécurité. Et donc la justice, c'est une priorité de ce quinquennat. Et je pense que ces mesures-là vont plutôt concourir à l'apaisement dont on a besoin dans les tribunaux et dans le milieu de la justice, plutôt qu'à ce qu'il y avait d'exaspérant et d'opposition et de division dans le quinquennat précédent. On n'a pas besoin de mesures alternatives, néanmoins, à celles qui sont retirées, vu que dans certains lieux, en tout cas, la violence, c'est un fait. Elle est là et elle est bien présente. Je pense à la Corse, à Marseille, à certains quartiers parisiens ou même de l'Essonne dans votre département. Oui, mais on connaît très très bien ces sujets. C'est vrai que nous, on a de la délinquance, y compris des structures très très organisées dans les quartiers qu'on combat. Et là, pour le coup, tout à la fois l'action résolue du ministre de l'Intérieur et puis l'action républicaine et de justice de Christiane Taubira, il y a un équilibre que moi je salue. Alors après, c'est jamais suffisant. On aurait plus de moyens pour plus de policiers et de gendarmes. Moi, je suis rapporteur spécial du budget de la police et de la gendarmerie. Donc, j'ai des entretiens très réguliers avec les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, les syndicats. Bon, c'est quand même la première fois qu'on revient sur la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Et qu'il n'y a plus la baisse des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire qu'on était avant, comme je vous le disais, tout à la fois sur la justice, sur une vision caricaturale, où on faisait croire que on allait arrêter tout le monde quasiment en donnant en faisant les matamores. Et puis d'un côté, la réalité, c'est que moins de policiers, moins de gendarmes, moins de magistrats, moins de moyens pour les prisons. Nous, la gauche républicaine, on a une autre vision de ces sujets, de les posant franchement, avec plus de moyens pour la police et aussi pour la prévention, et plus de moyens après, et y compris pour des vraies sanctions. Parce que c'est pas la peine de faire de l'affichage du chiffre et de ne pas sanctionner. Là, il y aura, avec cette politique de Christiane Taubira, une réalité aussi bien dans la justice que dans les prisons. Nadège ? Alors, Nicolas Hulot, il vient d'être nommé envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Alors, je vais vous poser 2 questions. D'abord, est-ce une mission utile ? Et si oui, est-ce le bon choix ? Oui et oui. Je crois que Nicolas Hulot, il n'a plus besoin de faire la démonstration. C'est une grande parole, grande figure de l'écologie aujourd'hui. Et le fait que le président de la République les recruter comme envoyé spécial, parce que je crois que c'est ça, dans une mission bénévole d'ailleurs, eh bien, pour être le porte-parole de l'écologie, de la parole de la France dans le monde, et d'intéresser l'ensemble des acteurs au sujet du dérèglement climatique, la biodiversité, de la question de la finitude de la planète, tous ces thèmes qui nous sont chers à nous les écologistes. Je crois que c'est bien. Quand on voit l'échec de la conférence à Doha, dont on a malheureusement peu parlé, alors que justement les grands dangers sont devant nous, avec une perspective qui indique la Banque mondiale, c'est pas des affreux gauchistes, la Banque mondiale, d'ici 2060, plus 4 degrés sur la planète. Vous imaginez qu'à Bordeaux, on aura le climat de certaines parties du Sud-Maroc. Les risques aussi bien sur l'eau, sur l'air, sur la pollution, surtout sur la déforestation, tous ces sujets fondamentaux qui vont totalement changer notre modèle économique, parce qu'on a un
certains nous disent l'écologie ça coûte, c'est pas vrai. Si on connaît la conversion justement que nous appelons de nos voeux, nous allons sur le long terme économiser durablement et tourner vers justement notre économie, particulièrement l'économie française, vers une économie respectueuse de l'environnement et avec des emplois durables et non délocalisables. Donc ces thèmes-là, on souhaite les voir dans le débat et je crois que Nicolas Hulot va apporter toute son aura et tout son charisme à cette belle cause. Une dernière question, Jean-Vincent Placé, pour conclure, une question de politique internationale, d'actualité internationale. Hier, le Hamas célébrait ses 25 ans à Gaza en grande pompe, un discours particulièrement belliqueux également de son président, Khaled Meshal. Fallait-il que l'ONU reconnaisse un État palestinien alors même qu'il n'y a pas encore cette union interpalestinienne? Il y a la Cisjordanie d'un côté, Gaza de l'autre, et aucun accord en vue entre le Hamas et le Fatah. Nous, les écologistes, nous n'avons que des amis sur place. Nous, et je le dis et je le redis pour que les choses soient bien claires, nous sommes tout à la fois des amis d'Israël et des amis de la Palestine et des amis de la paix. Nous voulons que nous retrouvions les chemins de la négociation et que nous puissions avoir sur ce territoire riche d'histoire et de combats malheureusement, eh bien une paix durable qui repose sur les conventions internationales et le droit international. Donc c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, le premier pas qui a été fait à l'ONU avec le vote positif de la France, d'un État observateur, je pense que c'est une bonne chose. Je crois même d'ailleurs que les autorités israéliennes l'ont plutôt bien pris. Et il faut qu'on réussisse vraiment à retrouver cette possibilité, alors pour le coup, entre des gens qui se reconnaissent, c'est-à-dire Israël qui reconnaît l'autorité palestinienne, ce qui est le cas, et évidemment des gens autour de la table qui reconnaissent l'État d'Israël, son droit à exister, et ce à quoi nous sommes attachés depuis 1947, que l'ONU a créé cet État dont l'indépendance était en mai 1948, comme vous le savez. Merci d'avoir répondu à nos questions. Jean-Vincent Placé, ainsi s'achève le grand entretien pour cette semaine. Un grand entretien que vous pouvez